Chapitre 11. Un voyage. On trouve à Paris des gens élégants, il peut y avoir en province des gens à caractère. Sieyès. Le lendemain, dès 5 heures, avant que Madame de Rênal fût visible, Julien avait obtenu de son mari un congé de 3 jours. Contre son attente, Julien se trouva le désir de la revoir, il songeait à sa main. Si jolie. Il descendit au jardin, Madame de Rênal se fit longtemps attendre. Mais si Julien l'eût aimé, il l'eût aperçue derrière les persiennes à demi fermées du premier étage, le front appuyé contre la vitre. Elle le regardait. Enfin, malgré ses résolutions, elle se détermina à paraître au jardin. Sa pâleur habituelle avait fait place aux plus vives couleurs. Cette femme si naïve était évidemment agitée. Un sentiment de contrainte et même de colère altérait cette expression de sérénité profonde et comme au-dessus de tous les vulgaires intérêts de la vie, qui donnait tant de charme à cette figure céleste. Julien s'approcha d'elle avec empressement, il admirait ses bras si beaux qu'un châle jeté à la hâte laissait apercevoir. La fraîcheur de l'air du matin semblait augmenter encore l'état d'un teint que l'agitation de la nuit ne rendait que plus sensible à toutes les impressions. Cette beauté modeste et touchante, et cependant pleine de pensées que l'on ne trouve point dans les classes inférieures, semblait révéler à Julien une faculté de son âme qu'il n'avait jamais sentie. Tout entier à l'admiration des charmes que surprenait son regard avide. Julien ne songeait nullement à l'accueil amical qu'il s'attendait à recevoir. Il fut d'autant plus étonné de la froideur glaciale qu'on cherchait à lui montrer, et à travers laquelle il crut même distinguer l'intention de le remettre à sa place. Le sourire du plaisir expira sur ses lèvres, il se souvint du rang qu'il occupait dans la société, et surtout aux yeux d'une noble et riche héritière. En un moment il n'y eut plus sur sa physionomie que de la hauteur et de la colère contre lui-même. Il éprouvait un viol dépit d'avoir pu retarder son départ de plus d'1 heure pour recevoir un accueil aussi humiliant. Il n'y a qu'un sot, se dit-il, qui soit en colère contre les autres, une pierre tombe parce qu'elle est pesante. Serais-je toujours un enfant? Quand donc aurais-je contracté la bonne habitude de donner de mon âme à ces gens-là juste pour leur argent? Si je veux être estimé et de moi-même, il faut leur montrer que c'est ma pauvreté qui est en commerce avec leur richesse, mais que mon cœur est à 1000 lieues de leur insolence est placée dans une sphère trop haute pour être atteint par leur petite marque de dédain ou de faveur. Pendant que ces sentiments se pressaient en foule dans l'âme du jeune précepteur, sa physionomie mobile prenait l'expression de l'orgueil souffrant et de la férocité. Madame de Rênal en fut toute troublée. La froideur vertueuse qu'elle avait voulu donner à son accueil fit place à l'expression de l'intérêt, et d'un intérêt animé par toute la surprise du changement subit qu'elle venait de voir. Les paroles vaines que l'on s'adresse le matin sur la santé, sur la beauté du jour tarirent à la fois chez tous les deux. Julien, dont le jugement n'était troublé par aucune passion, trouva bien vite un moyen de marquer à Madame de Rênal combien peu il se croyait avec elle dans des rapports d'amitié. Il ne lui dit rien du petit voyage qu'il allait entreprendre, la salua et partit. Comme elle le regardait aller, atterrée de la hauteur sombre qu'elle lisait dans ce regard si aimable la veille, son fils aîné, qui accourait du fond du jardin, lui dit en l'embrassant: Nous avons congé, monsieur. Julien s'en va pour un voyage. À ce mot, Madame de Rênal se sentit saisie d'un froid mortel. Elle était malheureuse par sa vertu, et plus malheureuse encore par sa faiblesse. Ce nouvel événement vint occuper toute son imagination, elle fut emportée bien au-delà des sages résolutions qu'elle devait à la nuit terrible qu'elle venait de passer. Il n'était plus question de résister à cet amant si aimable, mais de le perdre à jamais. Il fallut assister au déjeuner.
Pour comble de douleur, Monsieur de Rênal et Madame Derville ne parlèrent que du départ de Julien. Le maire de Verrières avait remarqué quelque chose d'insolite dans le ton ferme avec lequel il avait demandé un congé. Ce petit paysan a sans doute en poche des propositions de quelqu'un. Mais ce quelqu'un, fût-ce Monsieur Valenod, doit être un peu découragé par la somme de 600 francs, à laquelle maintenant il faut porter le déboursé annuel. Hier, à Verrières, on aura demandé un délai de 3 jours pour réfléchir, et ce matin, afin de n'être pas obligé à me donner une réponse, le petit monsieur part pour la montagne. Être obligé de compter avec un misérable ouvrier qui fait l'insole, voilà pourtant où nous en sommes arrivés. Puisque mon mari, qui ignore combien profondément il a blessé Julien, pense qu'il nous quittera, que dois-je croire moi-même? Se dit Madame de Rênal. Ah, tout est décidé. Afin de pouvoir du moins pleurer en liberté, et ne pas répondre aux questions de Madame Derville, elle parla d'un mal de tête affreux, et se mit au lit. Voilà ce que c'est que les femmes, répéta Monsieur de Rênal, il y a toujours quelque chose de dérangé à ces machines compliquées. Et il s'en alla goguenard. Pendant que Madame de Rênal était en proie à ce cas de plus cruel là. Passion terrible dans laquelle le hasard l'avait engagé, Julien poursuivait son chemin gaiement au milieu des plus beaux aspects que puissent présenter les scènes de montagne. Il fallait traverser la grande chaîne au nord de Vergy. Le sentier qu'il suivait, s'élevant peu à peu parmi de grands bois de hêtres, forme des zigzags infinis sur la pente de la haute montagne qui dessine au nord la vallée du Doubs. Bientôt les regards du voyageur, passant par-dessus les coteaux moins élevés qui contiennent le cours du Doubs vers le midi, s'étendirent jusqu'aux plaines fertiles de la Bourgogne et du Beaujolais. Quelque insensible que l'âme de ce jeune ambitieux fût à ce genre de beauté, il ne pouvait s'empêcher de s'arrêter de temps à autre, pour regarder un spectacle si vaste et si imposant. Enfin il atteignit le sommet de la grande montagne, près duquel il fallait passer pour arriver, par cette route de traverse, à la vallée solitaire qu'habitait Fouqué, le jeune marchand de bois son ami. Julien n'était point pressé de le voir, lui ni aucun autre être humain. Caché, comme un oiseau de proie, au milieu des roches nues qui couronnent la grande montagne, il pouvait apercevoir de bien loin tout homme qui se serait approché de lui. Il découvrit une petite grotte au milieu de la pente presque verticale d'un des rochers. Il prit sa course, et bientôt fut établi dans cette retraite. Ici, dit-il avec des yeux brillants de joie, les hommes ne sauraient me faire de mal. Il eut l'idée de se livrer au plaisir d'écrire ses pensées, partout ailleurs si dangereux. Pour lui, une pierre carrée lui servait de pupitre. Sa plume volait, il ne voyait rien de ce qui l'entourait. Il remarqua enfin que le soleil se couchait derrière les montagnes éloignées du Beaujolais. Pourquoi ne passerais-je pas la nuit ici? Se dit-il, j'ai du pain, et je suis libre. Au son de ce grand mot son âme s'exalta, son hypocrisie faisait qu'il n'était pas libre même chez Fouqué. La tête appuyée sur les deux mains, regardant la plaine, Julien resta dans cette grotte plus heureux qu'il ne l'avait été de la vie, agité par ses rêveries et par son bonheur de liberté. Sans y songer il vit s'éteindre, l'un après l'autre, tous les rayons du crépuscule. Au milieu de cette obscurité immense, son âme s'égarait dans la contemplation de ce qu'il s'imaginait rencontrer un jour à Paris. C'était d'abord une femme bien plus belle et d'un génie bien plus élevé que tout ce qu'il avait pu voir en province. Il aimait avec passion, il était aimé. S'il se séparait d'elle pour quelques instants, c'était pour aller se couvrir de gloire, et mériter d'en être encore plus aimé. Même en lui supposant l'imagination de Julien, un jeune homme élevé au milieu des tristes vérités de la société de Paris, eût été réveillé à ce
Point de son roman par la froide ironie, les grandes actions auraient disparu avec l'espoir d'y atteindre, pour faire place à la maxime si connue, quitte-t-on sa maîtresse, on risque, hélas, d'être trompé 2 ou 3 fois par jour. Le jeune paysan ne voyait rien entre lui et les actions les plus héroïques, que le manque d'occasion. Mais une nuit profonde avait remplacé le jour, et il y avait encore 2 lieues à faire pour descendre au hameau habité par Fouqué. Avant de quitter la petite grotte, Julien alluma du feu et brûla avec soin tout ce qu'il avait écrit. Il étonna bien son ami en frappant à sa porte à 1 heure du matin. Il trouva Fouqué occupé à écrire ses comptes. C'était un jeune homme de haute taille, assez mal fait, avec de grands traits durs, un nez infini et beaucoup de bonhomie cachée sous cet aspect repoussant. T'es-tu donc brouillé avec ton monsieur de Rênal, que tu m'arrives ainsi à l'improviste? Julien lui raconta, mais comme il le fallait, les événements de la veille. Reste avec moi, lui dit Fouqué, je vois que tu connais monsieur de Rênal, monsieur Valenod, le sous-préfet Maugiron, le curé Chélan, tu as compris les finesse du caractère de ces gens-là, te voilà en état de paraître aux adjudications. Tu sais l'arithmétique mieux que moi, tu tiendras mes comptes. Je gagne gros dans mon commerce. L'impossibilité de tout faire par moi-même, et la crainte de rencontrer un fripon dans l'homme que je prendrais pour associé, m'empêchent tous les jours d'entreprendre d'excellentes affaires. Il n'y a pas un mois que j'ai failli gagner 6 000 francs à Michaud de Saint-Amand, que je n'avais pas revu depuis 6 ans, et que j'ai trouvé par hasard à la vente de Pontarlier. Pourquoi n'aurais-tu pas gagné, toi, ces 6 000 francs ou du moins 3 000? Car, si ce jour-là je t'avais eu avec moi, j'aurais mis l'enchère à cette coupe de bois, et tout le monde me l'eût bientôt laissé. Sois mon associé. Cette offre donna de l'humeur à Julien, elle dérangeait sa folie. Pendant tout le souper, que les 2 amis préparèrent eux-mêmes comme des héros d'Homère, car Fouqué vivait seul, il montra ses comptes à Julien et lui prouva combien son commerce de bois présentait d'avantages. Fouqué avait la plus haute idée des Lumières et du caractère de Julien. Quand enfin celui-ci fut seul dans sa petite chambre de bois de sapin. Il est vrai, se dit-il, je puis gagner ici quelques 1 000 francs, puis reprendre avec avantage le métier de soldat ou celui de prêtre, suivant la mode qui alors régnera en France. Le petit pécule que j'aurai amassé lèvera toutes les difficultés de détail. Solitaire dans cette montagne, j'aurai dissipé un peu l'affreuse ignorance où je suis de tant de choses qui occupent tous ces hommes de salon. Mais Fouqué renonce à se marier. Il me répète que la solitude le rend malheureux. Il est évident que s'il prend un associé qui n'a pas de fonds à verser dans son commerce, c'est dans l'espoir de se faire un compagnon qui ne le quitte jamais. Tromperais-je mon ami? S'écria Julien avec humeur. Cet être, dont l'hypocrisie et l'absence de toute sympathie étaient les moyens ordinaires de salut, ne put cette fois supporter l'idée du plus petit manque de délicatesse envers un homme qu'il aimait. Mais tout à coup, Julien fut heureux, il avait une raison pour refuser. Quoi, je perdrais lâchement 7 ou 8 années. J'arriverai ainsi à 28 ans, mais, à cet âge, Bonaparte avait fait ses plus grandes choses. Quand j'aurais gagné obscurément quelque argent en courant ses ventes de bois, et méritant la faveur de quelques fripons subalternes. Qui me dit que j'aurai encore le feu sacré avec lequel on se fait un non. Le lendemain matin, Julien répondit d'un grand sang-froid au bon Fouqué, qui regardait l'affaire de l'association comme terminée, que sa vocation pour le saint ministère des autels ne lui permettait pas d'accepter. Fouqué n'en revenait pas. Mais songes-tu, lui répétait-il, que je t'associe, ou, si tu l'aimes mieux, que je te donne 4 000 francs par an. Et tu veux retourner chez ton monsieur Rênal qui te méprise comme la boue de ses souliers.
Quand tu auras 200 louis devant toi, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer au séminaire? Je te dirai plus, je me charge de te procurer la meilleure cure du pays. Car, ajouta Fouqué en baissant la voix, je fournis de bois à brûler monsieur, je leur livre de l'essence de chêne, de première qualité qu'il ne me paie que comme du bois blanc, mais jamais argent ne fut mieux placé. Rien ne put vaincre la vocation de Julien, Fouqué finit par le croire un peu fou. Le troisième jour, de grand matin, Julien quitta son ami pour passer la journée au milieu des rochers de la grande montagne. Il retrouva sa petite grotte, mais il n'avait plus la paix de l'âme, les offres de son ami la lui avaient enlevée. Comme Hercule il se trouvait, non entre le vice et la vertu, mais entre la médiocrité suivie d'un bien-être assuré et tous les rêves héroïques de sa jeunesse. Je n'ai donc pas une véritable fermeté, se disait-il, et c'était là le doute qui lui faisait le plus de mal. Je ne suis pas du bois dont on fait les grands hommes, puisque je crains que 8 années passées à me procurer du pain ne m'enlève cette énergie sublime qui fait faire les choses extraordinaires. Chapitre 12. Les bas à jour. Un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Saint-Réal. Quand Julien aperçut les ruines pittoresques de l'ancienne église de Vergy, il remarqua que, depuis l'avant-veille, il n'avait pas pensé une seule fois à Madame de Rênal l'autre jour en partant. Cette femme m'a rappelé la distance infinie qui nous sépare, elle m'a traité comme le fils d'un ouvrier. Sans doute elle a voulu me marquer son repentir de m'avoir laissé sa main la veille. Elle est pourtant bien jolie, cette main. Quel charme, quelle noblesse dans les regards de cette femme. La possibilité de faire fortune avec Fouqué donnait une certaine facilité au raisonnement de Julien, il n'était plus aussi souvent gâté par l'irritation, et le sentiment vif de sa pauvreté et de sa bassesse aux yeux du monde. Placé comme sur un promontoire élevé, il pouvait juger et dominer pour ainsi dire l'extrême pauvreté et l'aisance qu'il appelait encore richesse. Il était loin de juger sa position en philosophe, mais il eut assez de clairvoyance pour se sentir différent après ce petit voyage dans la montagne. Il fut frappé du trouble extrême avec lequel Madame de Rênal écouta le petit récit de son voyage, qu'elle lui avait demandé. Fouqué avait eu des projets de mariage, des amours malheureuses, de longues confidences à ce sujet avaient rempli les conversations des deux amis. Après avoir trouvé le bonheur trop tôt, Fouqué s'était aperçu qu'il n'était pas seul aimé. Tous ces récits avaient étonné Julien, il avait appris bien des choses nouvelles. Sa vie solitaire, toute d'imagination et de méfiance, l'avait éloigné de tout ce qui pouvait l'éclairer. Pendant son absence, la vie n'avait été pour Madame de Rênal qu'une suite de supplices différents, mais tous intolérables. Elle était réellement malade. Surtout, lui dit Madame Derville, lorsqu'elle vit arriver Julien. Indisposé comme tu l'es, tu n'iras pas ce soir au jardin, l'air humide redoublerait ton malaise. Madame Derville voyait avec étonnement que son ami toujours grondé par monsieur de Rênal, à cause de l'excessive simplicité de sa toilette, venait de prendre des bas à jour et de charmants petits souliers arrivés de Paris. Depuis 3 jours, la seule distraction de Madame de Rênal avait été de tailler, et de faire en toute hâte par Élisa, une robe d'été d'une jolie petite étoffe fort à la mode. À peine cette robe put-elle être terminée, quelques instants après l'arrivée de Julien, Madame de Rênal la mit aussitôt. Son amie n'eut plus de doute. Elle aime l'infortuné, se dit Madame Derville. Elle comprit toutes les apparences singulières de sa maladie. Elle la vit parler à Julien. La pâleur succédait à la rougeur la plus vive. L'anxiété se peignait dans ses yeux attachés sur ceux du jeune précepteur. Madame de Rênal s'attendait à chaque moment qu'il allait
s'expliquer, et annoncer qu'il quittait la maison où il restait. Julien n'avait garde de rien dire sur ce sujet, auquel il ne songeait pas. Après des combats affreux, madame de Rênal osa enfin lui dire, d'une voix tremblante, et où se peignait toute sa passion: quitterez-vous vos élèves pour vous placer ailleurs? Julien fut frappé de la voix incertaine et du regard de madame de Rênal. Cette femme la même, se dit-il, mais après ce moment passager de faiblesse que se reproche son orgueil, et dès qu'elle ne craindra plus mon départ, elle reprendra sa fierté. Cette vue de la position respective fut, chez Julien, rapide comme l'éclair. Il répondit en hésitant: j'aurais beaucoup de peine à quitter des enfants si aimables et si bien nés, mais peut-être le faudra-t-il. On a aussi des devoirs envers soi. En prononçant la parole si bien née, c'était un de ces mots aristocratique que Julien avait appris depuis peu. Il s'anima d'un profond sentiment d'anti-sympathie. Aux yeux de cette femme, moi, se disait-il, je ne suis pas bien né. Madame de Rênal, en l'écoutant, admirait son génie, sa beauté. Elle avait le cœur percé de la possibilité de départ qu'il lui faisait entrevoir. Tous ses amis de Verrières qui, pendant l'absence de Julien, étaient venu dîner à Vergy, lui avait fait compliment, comme à l'envi, sur l'homme étonnant que son mari avait eu le bonheur de déterrer. Ce n'est pas que l'on comprit rien au progrès des enfants. L'action de savoir par cœur la Bible, et encore en latin, avait frappé les habitants de Verrières d'une admiration qui durera peut-être un siècle. Julien, ne parlant à personne, ignorait tout cela. Si madame de Rênal avait eu le moindre sang-froid, elle lui eût fait compliment de la réputation qu'il avait conquise, et l'orgueil de Julien rassuré. Il eût été pour elle doux et aimable, d'autant plus que la robe nouvelle lui semblait charmante. Madame de Rênal contente aussi de sa jolie robe, et de ce que lui en disait Julien, avait voulu faire un tour de jardin. Bientôt elle avoua qu'elle était hors d'état de marcher. Elle avait pris le bras du voyageur, et, bien loin d'augmenter ses forces, le contact de ce bras les lui ôtait tout à fait. Il était nuit. À peine fut-on assis, que Julien, usant de son ancien privilège, osa approcher les lèvres du bras de sa jolie voisine, et lui prendre la main. Il pensait à la hardiesse dont Fouqué avait fait preuve avec ses maîtresses, et non à madame de Rênal. Le mot bien-né pesait encore sur son cœur. On lui serra la main, ce qui ne lui fit aucun plaisir. Loin d'être fier, ou du moins reconnaissant du sentiment que madame de Rênal trahissait ce soir-là par des signes trop évidents, la beauté, l'élégance, la fraîcheur le trouvèrent presque insensible. La pureté de l'âme, l'absence de toute émotion haineuse prolonge sans doute la durée de la jeunesse. C'est la physionomie qui vieillit là. Première chez la plupart des jolies femmes. Julien fut maussade toute la soirée. Jusqu'ici il n'avait été en colère qu'avec le hasard de la société, depuis que Fouqué lui avait offert un moyen ignoble d'arriver à l'aisance. Il avait de l'humeur contre lui-même. Tout à ses pensées, quoique de temps en temps il dit quelques mots à ces dames. Julien finit, sans s'en apercevoir, par abandonner la main de madame de Rênal. Cette réaction bouleversa l'âme de cette pauvre femme. Elle y vit la manifestation de son sort. Certaine de l'affection de Julien, peut-être sa vertu eût trouvé des force contre lui. Tremblante de le perdre à jamais, sa passion l'égara jusqu'au point de reprendre la main de Julien que, dans sa distraction, il avait laissé appuyer sur le dossier d'une chaise. Cette action réveilla ce jeune ambitieux. Il eût voulu qu'elle eût pour témoins tous ces nobles si fiers qui, à table, lorsqu'il était au bas bout avec les enfants, le regardaient avec un sourire si protecteur. Cette femme ne peut plus me mépriser. Dans ce cas, se dit-il, je dois être sensible à
sa beauté, je me dois à moi-même d'être son amant. Une telle idée ne lui fut pas venue avant les confidences naïves faites par son ami. La détermination subite qu'il venait de prendre forma une distraction agréable. Il se disait, il faut que j'aie une de ces deux femmes. Il s'aperçut qu'il aurait beaucoup mieux aimé faire la cour à Madame Derville. Ce n'est pas qu'elle fût plus agréable, mais toujours elle l'avait vu précepteur honoré pour sa science, et non pas ouvrier charpentier, avec une veste de ratine pliée sous le bras comme il était apparu à Madame de Rênal. C'était précisément comme jeune ouvrier, rougissant jusqu'au blanc des yeux, arrêté à la porte de la maison et n'osant sonner, que Madame de Rênal se le figurait avec le plus de charme. Cette femme, que les bourgeois du pays disaient si hautaine, songeait rarement au rang et la moindre certitude l'emportait de beaucoup dans son esprit sur la promesse de caractère faite par le rang d'un homme. Un charretier qui eût montré de la bravoure eût été plus brave dans son esprit qu'un terrible capitaine de hussards garni de sa moustache et de sa pipe. Elle croyait l'âme de Julien plus noble que celle de tous ses cousins, tous gentilshommes de race et plusieurs d'entre eux titrés. En poursuivant la revue de sa position, Julien vit qu'il ne fallait pas songer à la conquête de Madame Derville, qui s'apercevait probablement du goût que Madame de Rênal montrait pour lui. Forcé de revenir à celle-ci. Que connais-je du caractère de cette femme? Se dit Julien. Seulement, ceci, avant mon voyage, je lui prenais la main, elle la retirait. Aujourd'hui je retire ma main, elle la saisit et la serre. Belle occasion de lui rendre tous les mépris qu'elle a eus pour moi. Dieu sait combien elle a eu d'amants. Elle ne se décide peut-être en ma faveur qu'à cause de la facilité des entrevues. Tel est, hélas, le malheur d'une excessive civilisation. À 20 ans, l'éducation d'un jeune homme, s'il a quelque éducation, est à 1000 lieu du laisser-aller, sans lequel l'amour n'est souvent que le plus ennuyeux des devoirs. Je me dois d'autant plus, continua la petite vanité de Julien, de réussir auprès de cette femme, que si jamais je fais fortune et que quelqu'un me reproche le bas emploi de précepteur, je pourrais faire entendre que l'amour m'avait jeté à cette place. Julien éloigna de nouveau sa main de celle de Madame de Rênal, puis il la reprit en la serrant. Comme on rentrait au salon, vers minuit, Madame de Rênal lui dit à mi-voix, vous nous quitterez, vous partirez. Julien répondit en soupirant, il faut bien que je parte, car je vous aime avec passion, c'est une faute, et quelle faute pour un jeune prêtre. Madame de Rênal s'appuya sur son bras, et avec tant d'abandon que sa joue sentit la chaleur de celle de Julien. Les nuits de ces deux êtres furent bien différentes. Madame de Rênal était exaltée par les transports de la volupté morale la plus élevée. Une jeune fille coquette qui aime de bonne heure s'accoutume aux troubles de l'amour quand elle arrive à l'âge de la vraie passion, le charme de la nouveauté manque. Comme Madame de Rênal n'avait jamais lu de roman, toutes les nuances de son bonheur étaient neuves pour elle. Aucune triste vérité ne venait la glacer, pas même le spectre de l'avenir. Elle se vit aussi heureuse dans 10 ans qu'elle l'était en ce moment. L'idée même de la vertu et de la fidélité jurée à Monsieur de Rênal, qui l'avait agitée quelques jours auparavant, se présenta en vain, on la renvoya comme un hôte importun. Jamais je n'accorderai rien à Julien, se dit Madame de Rênal. Nous vivrons à l'avenir comme nous vivons depuis un mois. Ce sera un ami.